Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, il m'a été demandé de faire une présentation d'environ 20-25 minutes à l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de l'Estrie le 4 décembre concernant la notion du champ d'exercice infirmier. Et j'ai intitulé ma présentation Comprendre l'exercice de la profession, un incontournable pour une pratique infirmière responsable. Donc, je m'appelle Julie Blanchette, conseillère en soins infirmiers au CIUS de l'Estrie-CHU, détentrice d'un baccalauréat en sciences infirmières et je complète sous peu ma maîtrise en droit et politique de la santé de la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Donc, je n'ai aucun conflit d'intérêt, aucune affiliation commerciale à déclarer et la présentation est une activité d'information pour guider la réflexion qui ne constitue en aucun cas un avis ou un conseil juridique. Alors, les objectifs de la présentation, bien que je conçois que la maîtrise d'un champ d'exercice va se développer avec une certaine sagesse pratique, j'espère minimalement que les professionnels, suite à la formation, puissent être en mesure d'avoir une meilleure réflexion critique par rapport à l'exercice de la profession infirmière, de comprendre l'importance de maîtriser son champ d'exercice et de reconnaître certains obstacles qui peuvent influencer la pratique infirmière responsable. Alors, d'entrée de jeu, je vais déjà avec une question d'ouverture un peu philosophique qui vient appuyer les fondements de ma présentation d'aujourd'hui. Alors, la question est, est-ce que selon vous, l'exercice de la profession infirmière est un droit ou un privilège? Et c'est important de comprendre cette notion-là pour comprendre justement pourquoi c'est important de maîtriser son champ d'exercice et d'être capable d'assumer nos responsabilités et obligations qui en découlent. Alors, quand on regarde au niveau des textes de loi, les ordres professionnels concernant l'admission à l'exercice d'une profession ne peuvent pas verser dans l'arbitraire. Ils se doivent, les ordres, de respecter des conditions d'admission décrites dans la loi, notamment au niveau du Code des professions. Puis même si les ordres ont une certaine discrétion par rapport à ça, ça reste qu'un professionnel qui rencontre tous les critères prévus dans la loi pour exercer une profession, l'ordre n'a pas le choix de lui délivrer un permis de pratique. Donc, on peut dire que littéralement, légalement parlant, exercer une profession, c'est un droit. Par contre, et là, c'est là que c'est intéressant, quand on lit la jurisprudence, donc la décision qui sont rendues au sein des tribunaux, au sein des conseils de discipline, va souvent signaler le fait que d'exercer une profession, c'est un privilège exclusif qu'on détient qui est souvent énoncé dans un contexte où on veut signifier que le fait d'être admis dans l'exercice d'une profession, d'avoir le droit de porter un titre réservé, de pouvoir exercer des activités professionnelles, vient en contrepartie avec le fait de devoir collaborer avec les ordres pour répondre au but ultime qui est d'assurer la protection du public. Donc, en d'autres mots, il faut lire qu'on a le privilège ultime d'agir avec les ordres de façon à assurer la protection du public en s'assurant d'assumer et de respecter nos responsabilités qui en découlent. Et là, qu'est-ce qu'on veut dire par assumer les responsabilités qui en découlent? Plusieurs de ces responsabilités-là vont se retrouver au sein de documents d'encadrement qui ont une portée législative assez absolue, notamment le Code des professions, qui constitue la pièce maîtresse de toutes les professions au Québec. Désolée. Le Code des professions qui va à son tour référer à des lois particulières pour certaines professions dites d'exercice exclusif, comme nous, la loi sur les infirmières et les infirmiers. Et c'est au sein de cette loi-là, adoptée par le législateur québécois, qu'on va retrouver notre champ d'exercice descriptif et nos 17 activités réservées et l'équivalent à 36,1 pour les IPS. Le Code des professions prévoit aussi que les ordres ont à adopter des règlements, certains obligatoires, d'autres facultatifs, des règlements qui vont venir encadrer certains volets de la pratique professionnelle, comme par exemple le volet concernant le droit de prescrire des infirmières, qu'on retrouve au sein du règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par une infirmière ou un infirmier, qui est inspiré de la loi médicale. Par la suite, on a un règlement aussi à caractère obligatoire que tous les ordres ont le devoir d'adopter et c'est le Code de déontologie qui est probablement le règlement le plus important de tous les ordres. C'est un document fondamental qui est vraiment générateur de droit. Et ce n'est pas un simple cadre de référence qu'on choisit d'appliquer ou non. En matière disciplinaire, par exemple, lorsqu'il y a une demande d'enquête qui arrive au syndic de l'ordre à l'effet qu'une infirmière aurait commis
une infraction disciplinaire, le syndic va chercher à savoir en vertu de quel article du Code de déontologie l'infirmière a commis un manquement qu'il va tenter de démontrer par prépondérance de preuves. Alors, une infirmière responsable va s'assurer d'avoir aussi une bonne maîtrise de ses responsabilités en matière déontologique, parce que c'est le Code de déontologie qui doit venir baliser et guider nos interventions. Donc, je n'ai pas l'intention de revoir tout le code de déontologie. Sachez qu'il y a une formation offerte par l'Ordre sur le site Internet de l'Ordre que j'ai fait, moi, à 2 reprises et que j'ai recommandé à plusieurs personnes qui l'ont tout autant adoré, qui donne quand même un beau 6 heures de formation accréditée. Mais j'ai quand même pris soin de citer 3 articles du Code, notamment l'article 17 qui dit que l'infirmière doit agir avec compétence et tenir compte des limites de ses habiletés et connaissances. L'article 18 qui dit que l'infirmière doit exercer selon des normes de pratique qui sont reconnues et s'assurer de la mise à jour et du développement de ses compétences. Et finalement, l'article 44 concernant la question de la négligence, parce que j'y reviens dans la prochaine vignette. Alors, d'autres outils d'encadrement qui vont venir guider nos obligations et nos responsabilités professionnelles, ce sont des documents émis par les ordres, souvent, qu'on retrouve sous forme de normes, de directives, de cadres de référence, qu'on appelle des documents para-réglementaires ou communément appelés de la soft law. C'est des documents qui peuvent paraître très formels, très rigides, mais il faut savoir que ce ne sont pas des lois, ce ne sont pas des règlements qui ont été adoptés, donc ça n'a pas de valeur légale absolue, mais ça serait faux de prétendre qu'ils n'ont aucune valeur en matière légale. Parce que pour les ordres, ces normes-là, ces cadres de référence-là vont agir comme des véhicules souples et efficaces pour leur permettre de communiquer à leurs membres professionnels l'interprétation qu'il faut faire des responsabilités puis des obligations professionnelles qui, elles, vont découler des lois et des règlements. Il faut savoir que les tribunaux vont reconnaître généralement une certaine valeur pour venir soutenir la preuve à l'égard d'une plainte où une infirmière aurait été accusée de manquement, normalement au niveau déontologique. Et là, c'est là que j'ai repris l'exemple avec les articles du Code de déonto que je vous présentais dans la vignette précédente. Donc, si on regarde, par exemple, pour la norme d'exercice d'administration sécuritaire des médicaments, ça pourrait venir appuyer une plainte comme quoi une infirmière aurait commis une négligence en matière d'administration des médicaments. Même chose, la norme de formation continue, ça pourrait venir appuyer une infraction qui aurait été commise en vertu de 17 ou de 18, comme quoi que l'infirmière, justement, n'a pas respecté ses compétences, n'a pas cherché à développer, à mettre à jour ses compétences. Maintenant, je vous parle un peu de la notion de la collaboration interprofessionnelle. Le fait de maîtriser notre champ d'exercice, d'avoir au moins un minimum de connaissances sur le champ d'exercice de nos principaux collaborateurs, notamment les infirmières auxiliaires, d'abord, ça va venir nous aider à briser le mythe qu'il y a une hiérarchisation dans notre système professionnel, c'est-à-dire que les infirmières auxiliaires découlent des infirmières, les infirmières découlent des médecins. Non. Il faut comprendre que si le législateur a adopté pour chaque profession un champ d'exercice descriptif avec des activités réservées, c'est qu'on est tous des professionnels autonomes, entre guillemets, dans l'application de notre champ d'exercice, mais vont travailler en interdisciplinarité, mais que ça n'impute pas de devoir assumer les responsabilités des fautes commises par d'autres professionnels. Donc, il faut concevoir que chaque professionnel va être tenu responsable des dommages qu'il cause par sa propre pratique, par ses propres fautes professionnelles. Par exemple, l'infirmière auxiliaire, dans sa contribution à l'évaluation, bien, elle demeure pleinement responsable des informations qu'elle transmet ou qu'il ne transmet pas à l'infirmière. Donc, l'infirmière n'a pas à vérifier si l'infirmière auxiliaire a bien fait son travail, nécessairement, à moins que vraiment il y aurait une responsabilité partagée par rapport à un élément vraiment très précis. L'important en matière de collaboration interprofessionnelle, on le sait, c'est la communication. Il y a un document officiel essentiel à la pratique professionnelle responsable, mais qui est, à mon avis, encore trop sous-utilisé parce que, selon moi, c'est qui est méconnu. Et c'est le fameux PTI. Plusieurs vont le voir comme un document qui engendre une lourdeur administrative, hein, de la paperasse qui ne sert à rien, alors que déjà là, ça démontre la méconnaissance du PTI. Ce n'est pas de la paperasse, c'est un document officiel qui fait foi de la continuité des soins et qui favorise la collaboration interprofessionnelle.
Alors, tout ce que vous inscrivez, par exemple, dans un Cardex, dans un plan de soins qui ne se retrouvera pas au dossier de l'usager pour assurer la continuité des soins, ça laissera aucune traçabilité de votre continuité versus le PTI qui, lui, présentement, est utilisé un peu à tout et n'importe quoi, mais ça devrait vraiment démontrer justement la continuité des soins qui est nécessaire de faire. Je suis bien consciente que c'est impossible de maîtriser le champ d'exercice de tous nos collaborateurs, mais sachez que les sites Internet des ordres regorgent d'une source inestimable d'informations. Je pense notamment à celui de l'OIAQ, qui a plusieurs documents qui sont peut-être plus exhaustifs pour certains, comme leur guide sur les champs d'exercice qui a été mis à jour en 2023. Mais dans leur bandeau d'en-tête, ils ont une foire aux questions et vraiment là, beaucoup d'informations, beaucoup de réponses à nos questions là-dedans. Donc, le fait d'avoir une meilleure connaissance et compréhension des champs d'exercice de nos collègues, ça va venir vraiment l'infirmière au niveau de son leadership clinique pour être en mesure, par exemple, de mieux déterminer les priorités d'intervention, vraiment considérer qu'est-ce qui revient uniquement à elle versus ce qu'elle peut déléguer à l'infirmière auxiliaire pour être capable de se concentrer vraiment sur ce qui relève de son propre champ d'exercice afin d'agir de manière sécuritaire et efficiente, d'être capable de mettre en place des plans d'intervention, des plans de traitement beaucoup plus efficaces qui vont promouvoir davantage la continuité des soins, puis assurer une meilleure fluidité des soins aussi. Fait en gros, ça va permettre de mieux structurer l'organisation du travail en fonction des priorités afin de pouvoir agir de façon prudente, diligente et responsable. Alors, pour appuyer tous mes propos précédents, je me présente un exemple inspiré d'une situation réelle survenue en CHSLD. Donc, c'est l'histoire d'un patient qui, suite à un séjour en centre hospitalier, est revenu au CHSLD avec un drain percutané type Pleurix pour un drainage d'acide chronique à des fins palliatives. Alors, l'infirmière qui reçoit le patient va voir les méthodes de soins et découvre qu'il y a une méthode de soins du CIUS d'Estrichu rédigée en 2017 qui est bien imagée, qui est bien séquencée. L'assistante, elle s'assure d'avoir tout le matériel nécessaire. Elle vérifie aussi qu'on a une ordonnance médicale individuelle qui vient bien préciser les modalités du drainage. Le problème, c'est que la méthode de soins du CIUS de 2017 cite que seules les infirmières peuvent procéder au drainage d'acide. Les infirmières auxiliaires se limitent uniquement à pouvoir refaire le pansement. Mais ça précise que l'usager ou son proche aidant pourrait procéder au drainage d'acide suite à une démonstration dispensée par l'infirmière et c'est ce qu'on voit souvent en pratique à domicile. Et là, ça donne qu'il y a une infirmière auxiliaire qui est présente cette journée-là qui dit qu'elle, dans son ancien établissement où elle faisait du soin à domicile, elle a procédé à plusieurs reprises au drainage d'acide avec ce type de drain Pleurix-là. Et en effet, sur le site Internet de l'OIAQ, pour ce qui concerne l'activité réservée concernant les dispositifs invasifs, il cite explicitement cet exemple-là. Fait que présentement, dans l'organisation des soins du CHSLD, il y a vraiment une prédominance d'infirmières auxiliaires et les infirmières, avec toutes les éclosions de COVID qui se passent présentement, qui engendrent une augmentation de la confusion des SCPD chez les usagers, elle a une charge de travail qui est relativement lourde, charge de travail qu'elle seule peut assumer dans son champ d'exercice. Fait il s'en vient, l'assistante et l'infirmière, qu'à se poser la question, je peux-tu relayer ça à l'infirmière auxiliaire, même si la méthode de soins me dit que non? Alors là, ils sont allés avec la fameuse question: ai-je le droit de? La fameuse question qui cause problème quand on ne trouve pas textuellement écrit noir sur blanc, hein, ce que l'infirmière ou l'infirmière auxiliaire peut ou ne pas faire. Et il serait ludique de penser que les ordres vont rendre un jour disponible une liste complète de tous les actes de soins permis ou non aux professionnels, hein. Et il n'y a aucune obligation pour les ordres de rendre une telle liste comme ça, ni pour les établissements. D'où l'importance d'être capable d'interpréter le champ d'exercice et nos activités réservées. Le but ultime derrière tout ça, c'est toujours de se poser la question, est-ce que c'est bénéfique pour l'usager? C'est toujours la question ultime. Donc, ils ont décortiqué l'algorithme un peu ai-je le droit de? Alors, ça s'inscrivait dans le champ descriptif de l'infirmière auxiliaire à l'effet qu'elle peut prodiguer des soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de recouvrir la santé et tout et tout.
C'était en lien avec leur activité réservée, appliquer des mesures invasives. Il y avait une ordonnance médicale individuelle qui précisait bien les modalités du drainage. L'infirmière, donc, allait s'assurer de pouvoir venir coacher, ou du moins l'assistante s'assurer que l'infirmière auxiliaire puisse avoir un coaching à cet effet-là. Il y avait une méthode de soins détaillée. On allait aussi s'assurer de bien décortiquer les interventions, ce qu'on s'attendait comme surveillance au plan thérapeutique infirmier, et tout ça dans le but que le patient puisse recevoir ses soins au bon moment et à la bonne personne, et de bien documenter tant dans le PTI que dans les notes infirmières la démarche clinique en lien avec tout ça. Alors, la réflexion, quand on se pose la question: «Est-ce que j'ai le droit de?» ne doit pas uniquement s'arrêter à ça. Puis comme une réponse affirmative: «Est-ce que j'ai le droit de?» ça doit pas non plus symboliser que j'ai le go pour agir. Parce qu'en jurisprudence, les termes qui ressortent souvent en matière, surtout de questions de négligence, de pratiques prudentes, c'est: est-ce que l'infirmière ou l'infirmière auxiliaire a tenu compte de ses compétences, de ses connaissances? Est-ce qu'elle a fait preuve de disponibilité, donc la bonne personne au bon moment? Est-ce qu'elle a fait preuve de diligence, donc prévoir ce qui pourrait arriver? Est-ce qu'elle a mis en place les moyens raisonnables pour arriver à ses fins? Fait que pour être capable justement de répondre à ces critères-là, si je peux dire, il y a plusieurs questions qu'on se doit de se poser au-delà de ai-je le droit de? C'est: est-ce que ça s'inscrit dans mon champ d'exercice, dans mes activités réservées, autorisées? Donc, ai-je le droit de? Quelles sont les conditions puis les indications? Est-ce que je suis dans le bon moment? Est-ce que le patient rencontre les indications pour faire cet acte de soin-là? Est-ce qu'il y a de contre-indications qui fait en sorte que je ne pourrais pas agir? C'est quoi les risques versus les bénéfices que je procède à cet acte-là, à ce moment-là, par ma propre personne? Donc, toujours la fameuse balance préjudice-bénéfice. Est-ce que j'ai les connaissances et habiletés requises ou nécessaires? Est-ce que je suis la meilleure personne en ce moment pour le faire? Dans un centre hospitalier, par exemple, où on a plusieurs intervenants comme des résidents en médecine, je suis vraiment la meilleure personne finalement pour le faire à ce moment-là? C'est quoi la condition clinique du patient? C'est quoi mon contexte de soins? Comme là, je suis dans un CHSLD, un patient, soins palliatifs. Est-ce que c'est une situation d'urgence, au contraire? Est-ce que je me dois d'agir rapidement? Donc, toujours en questionnant c'est quoi qui est le plus bénéfique pour l'usager, et est-ce que j'ai une forme d'encadrement quelconque pour venir me soutenir? Est-ce que j'ai une trajectoire aussi qui me le permet de l'offrir? Et là, je fais le parallèle avec le droit de prescrire. C'est beau vouloir appliquer mon droit de prescrire. Oui, oui, j'ai le droit. Je veux appliquer mon droit de prescrire en soins de plaie. Je maîtrise parfaitement le soin de plaie. Je viens de me taper une formation de 22 heures pré-universitaire, post-universitaire, mais si je prescris, j'ai pas personne pour être en mesure d'assurer le suivi. OK? Donc, et tout ça doit se refléter dans ma documentation. Ça m'amène à vous parler rapidement de la notion d'encadrement des établissements. On a beaucoup, hein, on a des méthodes de soins, des protocoles, des règles de soins, des ordonnances collectives. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a été pendant longtemps sous une culture, hein, des mœurs d'établissement où on cherchait à encadrer de façon très serrée la pratique de nos professionnels. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a beaucoup de préjudices, je dirais, qui découlent de ça parce que justement, les professionnels cherchent toujours à avoir du écrit noir sous blanc pour se légitimiser. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à part une ordonnance médicale, individuelle ou collective, outre une règle de soins infirmiers qui, elle, a une portée légale parce qu'elle est assujettie à la loi sur les services de santé et les services sociaux, il faut faire attention aux documents d'encadrement, notamment, surtout quand ça date de quelques années, puis il y en a encore beaucoup en circulation. Les méthodes de soins surtout, qui viennent beaucoup dicter à qui s'adresse l'activité en question. Puis plusieurs vont arrêter leur réflexion à ce qui est écrit sur la méthode de soins en faisant abstraction de leurs responsabilités et de leurs obligations professionnelles et déontologiques. C'est-à-dire, là, le patient va pas bien, hein. Je reprends le cas de l'acide. Le patient il est symptomatique, ça comprime ses poumons, ça comprime son estomac, ses signes vitaux sont pas beaux à cause de tout ça. Et là, moi, comme infirmière auxiliaire, je m'en vais aviser mon infirmière qui présentement là, est pris avec un autre patient qui va vraiment pas bien. Et là, comme infirmière auxiliaire, j'arrête ma réflexion à me dire non.
C'est écrit noir sur blanc dans la méthode de soins que j'ai pas le droit et finalement, ça amène des complications chez le patient. Ben, l'infirmière auxiliaire, elle pourrait à ce moment-là commettre un manquement au niveau déontologique à l'effet qu'elle n'a pas agi de façon responsable avec disponibilité, prudence, diligence. Donc, il faut faire attention. Et il y a eu une décision rendue en 2022 l'Ordre des diététistes du Québec contre le CHUM donc de Montréal concernant un protocole interdisciplinaire qui venait justement limiter la pratique des nutritionnistes et des ergothérapeutes dans l'évaluation des patients dysphagiques. Et le tribunal a dit que, dans le fond, le droit de gérance des employeurs de donner des marches à suivre, de donner un cadre, c'est correct, mais il ne faut pas que ça permette d'imposer à des employés de passer outre leurs obligations déontologiques et professionnelles. Et ça ne peut pas avoir pour effet direct de venir contraindre des professionnels à commettre des obligations déontologiques et que les outils qu'on déploie doivent le plus possible favoriser l'interdisciplinarité pour vraiment respecter les responsabilités propres à chaque professionnel. Alors, à savoir que le protocole interdisciplinaire du CHUM, il y a une section complète qui a été invalidée, comme quoi que c'était contraire à l'ordre public. Donc, ça ne permettait pas au patient d'avoir son soin par la bonne personne au bon moment et que ça a été aussi comme contraire au fait que ça contraignait les professionnels à enfreindre leur code de déontologie. Maintenant, je vous parle de certains obstacles. Il y en a beaucoup là, dans la littérature, mais j'en ai recensé quelques-uns, des obstacles à l'exercice responsable. Je veux vous sensibiliser à ça parce que le fait d'en être conscient, ça va nous permettre de mieux concevoir comment qu'on peut individuellement tenter d'influencer des changements positifs au sein de notre organisation, au sein de notre équipe de travail, je dirais même au sein de notre collectivité, notre société, en modifiant soi-même son discours. Chaque geste qu'on peut poser pour vaincre ces obstacles-là, chaque élément qu'on peut revendiquer, même à très petite échelle, ça va nous permettre éventuellement de mieux prendre notre place puis d'être reconnus comme des professionnels à part entière qui détiennent une expertise clinique et scientifique. Alors, bien sûr, tout ce qui touche le volet enjeux de ressources humaines, le fait de réduire les professionnels à de simples effectifs, on pense juste au discours populaire politique, hein, le manque de bras, donc, les professionnels en soins qui sont trop souvent perçus comme des effectifs qu'on interchange d'un milieu à l'autre, nonobstant les connaissances, les compétences. J'ai toujours en tête la pandémie, hein, où des infirmières qui avaient 10, 15, 20 ans d'expérience au bloc opératoire avaient été déplacées dans des CHSLD, alors que pour moi, la gestion des SCPD, c'est un art qui se développe au fil du temps. Puis de croire que toutes les infirmières sont en mesure d'exercer auprès de cette clientèle-là, c'est une atteinte profonde à notre identité professionnelle. Ensuite, la méconnaissance des éléments qui constituent notre profession infirmière, tant pour les infirmières elles-mêmes, mais aussi pour les autres professionnels. Pour plusieurs, la différence entre une infirmière et une infirmière auxiliaire, hein, c'est la pratique de la thérapie IV, la notion d'évaluation, contribution à l'évaluation. Mais ils comprennent pas que la différence, ça va bien au-delà de ça. Et ça fait en sorte que souvent, les infirmières se sentiront pas légitimées d'exécuter leurs fonctions et responsabilités professionnelles. Parce que souvent, on va dire, bah oui, les infirmières font tout le temps de la paperasse, sont tout le temps assis. Déjà, encore une fois, juste le terme paperasse démontre les méconnaissances de notre responsabilité professionnelle. La documentation informelle, hein, infirmière sous toutes ses formes qui assure la continuité des soins. Donc, c'est ça. Alors, concernant maintenant la notion de la mentalité d'exécutante paramédicale, encore une fois, une fausse hiérarchie, comme quoi que les infirmières, c'est des exécutantes des médecins, influencées surtout, je dirais, par un lourd passé d'une profession qui a été développée dans une communauté religieuse, hein, un régime clérical, patriarcal, très médical, et qui est encore difficile de se défaire aujourd'hui, surtout avec les termes et les qualificatifs dans l'exposé populaire par rapport à notre profession, hein, les anges gardiens, des êtres dévoués, de compassion, pleines d'empathie, de dévotion pour les malades. On est plus que ça. On est des professionnels en soins qui détiennent une expertise clinique scientifique et qui va être reconnue comme ayant des droits et des obligations professionnelles.
Les mœurs et cultures de l'établissement, j'en ai parlé un peu tantôt avec l'exemple des méthodes de soins. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début des années 2000, il y a eu un groupe de travail ministériel, le groupe Bernier, qui ont eu à retravailler, dans le fond, sur l'encadrement des professions pour moderniser l'organisation de la prestation des soins. Ça a causé un important chamboulement. Le but, c'était de vraiment venir décloisonner, favoriser la multidisciplinarité avec les partages de champs d'exercice. C'est ce qui a amené notamment la création du projet de loi 90 puis le projet de loi 21. Et maintenant, un peu plus de 20 ans plus tard, on n'a toujours pas encore atteint cet apogée-là. Le développement des compétences qui est sous-optimal. Contrairement à ce qu'on peut croire, hein, le développement des compétences, donc de novice à experte, ça n'inclut pas uniquement l'expérience. C'est-à-dire que beaucoup d'infirmières qui croient que c'est avec l'anxiété qu'on devient des expertes, oui et non. Une infirmière, même après 25 ans de pratique, qui démontre pas de curiosité intellectuelle, qui est plutôt passive par rapport à la mise à jour de ses connaissances et compétences, qui fait ses 20 heures de formation, mais bon, qui s'y intéresse pas plus qu'il faut, ben, elle pourrait devenir la meilleure peut-être au niveau technique, mais c'est souvent des gens qui ne seront pas capables de se positionner, qui ne seront pas capables d'appliquer leur champ d'exercice et qui souvent vont s'attendre justement à vouloir avoir des checklists, du texte écrit noir sur blanc pour se légitimer dans leurs interventions parce qu'elles se sentent rapidement confrontées quand on leur dit, mais non, mais c'est à toi de déterminer, par exemple, la fréquence puis la surveillance des éléments suivant l'application des contentions. Donc, paradoxalement, on applique des contentions, mais on veut avoir des cadres de référence qui nous dit quoi surveiller et quand surveiller. Et finalement, un point super important, les routines de soins hyper cristallisées dans les modèles d'organisation de prestations de travail qu'on a actuellement dans plusieurs centres, surtout dans les volets plus courte durée. Un obstacle hyper important qui est largement documenté. Contextuellement parlant, pour avoir fait plusieurs observations, je remarque que les infirmières s'imbriquent dans des routines de soins et qui, malheureusement, puis contrairement à ce qu'elles peuvent penser, vont les amener à être beaucoup plus à risque de commettre de la négligence, de se placer en infraction déontologique. Le fait de prioriser des routines, hein, de la chambre 1 à la chambre 10, on prend les signes vitaux de tout le monde, on se concentre sur tous nos médicaments, on passe les pilules, on fait nos évaluations tête-pied de tous les patients. Au lieu de dire, bon, quel patient a une instabilité de novo? Quel patient a fait une DRS en fin de nuit? Quel patient a des produits sanguins à recevoir? Quel patient a présenté une exacerbation de CSCPD qui a mené à une chute cette nuit et pour lequel il y aurait une évaluation puis un plan d'intervention à faire, à viser les familles et tout. Fait que les routines qui sont fortement axées sur des prestations de soins rigides laissent peu de place à la priorisation des activités qui découlent de notre expertise et qui renforcent la notion d'être des exécutantes. Alors, et souvent, ce qu'on voit, c'est que le respect de ces routines-là, c'est souvent des guidelines, c'est souvent des références que c'est une bonne pratique infirmière, hein. Et on le voit quand on questionne les équipes pour savoir comment se développent, par exemple, les CP. Souvent, ce qu'on se fait dire, c'est qu'elle n'est pas assez vite, on dirait qu'elle n'est pas organisée, elle ne suit pas le beat, elle ne suit pas l'infirmière auxiliaire, elle est tout le temps en train de déroger de la routine, elle ne suit pas les priorités du département. Quelle routine? Quelle priorité? Pourquoi suivre l'infirmière auxiliaire? Bien, ces routines-là, c'est générateur de stress et de pression inutile sur les recrues, tant qu'à moi, qui vont se développer dans des standards de pratique finalement qui sont aucunement recommandés, qui ne sont pas établis, puis qui peuvent compromettre leur responsabilité professionnelle. Alors, ces obstacles-là, pourtant, donc les obstacles au plein déploiement, à la pleine utilisation de l'exercice, ben, c'est malheureux parce que ça a été démontré dans la littérature que ça apporte plein de points positifs au niveau de notre système de santé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la profession infirmière est reconnue comme un des plus vastes champs d'exercice du secteur de la santé et des services sociaux avec celui des médecins. Donc, soyons-en fiers et exprimons-nous, affirmons-nous comme des professionnels. Et voilà. Donc, c'est ce qui met fin à la présente présentation. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute.